Le cinéma français, avec une centaine de productions chaque année, était florissant entre 1945 et 1959. Il employait de nombreux professionnels parmi lesquels on trouve les habilleuses. Pourtant indispensables, car chargées de la bonne mise en place des costumes sur le corps des acteurs et donc de leur aspect à l'écran, on connaît peu de détails sur leur travail au sein de l'équipe. En effet, des revues ou ouvrages contemporains, comme L'art du costume dans le film ou En habillant les vedettes, se concentrent sur les créateurs de costumes ainsi que la collaboration avec les réalisateurs et les acteurs. Mais ils ne s'intéressent pas aux habilleuses. C'est en s'éloignant de la sphère du costume que l'on peut en apprendre plus sur ces femmes. D'après Léon Barzac, l'habilleuse, souvent attachée à une ou plusieurs vedettes, est chargée de l'entretien et du nettoyage des costumes et du linge des acteurs, dont elle surveille l'habillement. Cependant, cette courte définition nous laisse sur notre faim. Pour combler cette frustration et en apprendre davantage sur les habilleuses œuvrant pour le cinéma français entre 1945 et 1959, il faut se tourner vers les sources historiques. Ainsi, nous nous demanderons aujourd'hui que nous apprennent les archives sur ces travailleuses de l'ombre. Mon exposé sera divisé en deux temps. D'abord, je répondrai à une première question. Qui sont ces habilleuses ? En m'intéressant à la mention de leur profession, à leur identité, à leur visage et à leur emploi. Puis, je tenterai de répondre à une seconde question. Quelles sont leurs fonctions ? En soulignant leurs compétences à travers les enjeux d'organisation, d'entretien des vêtements, de soins aux acteurs et de veille. Tout d'abord, ces professionnels sont méconnus dans le sens où leur métier est peu exposé. En effet, les génériques qui ouvrent chaque film ne comportent que très rarement une catégorie pour l'habillage. Ensuite, les habilleuses sont méconnues individuellement, car leurs identités ne sont qu'exceptionnellement indiquées. Les bases de données en ligne et ouvrages encyclopédiques, répertoriant les équipes techniques des 1431 films de long métrage de fiction produits en France entre 1945 et 1959, ne renseignent l'habillage qu'à hauteur de 25 films, soit 1,75%. Ainsi, parmi les différents pôles du département costume, les habilleuses sont les moins connues. On peut alors émettre des hypothèses. C'est peut-être parce qu'ils sublimaient le visage des vedettes que les maquilleurs étaient majoritairement cités. On peut aussi supposer que les costumiers sont souvent nommés, car les vêtements et accessoires sont les éléments les plus remarquables, surtout dans les films historiques. Ou peut-être parce qu'à l'époque, le travail des habilleuses était considéré comme négligeable d'un point de vue créatif, simplement exécutif. Cependant, au cours de cette période, les choses évoluent un peu. Entre 1945 et 1950, je n'ai trouvé aucune information, mais à partir de 1951, les habilleuses sont mentionnées pour environ 3 films par an. Les premières données rassemblées permettent de faire une estimation du nombre de personnalités identifiées dans le domaine de l'habillage, 35. Les prénoms sont en grande majorité féminins, mais 3 ne permettent pas de dire s'il s'agit d'hommes ou de femmes. Paulos, G. Dubois et M. Malherbe. Chaque nom est cité généralement pour un seul film, à l'image de Gilberte Sponcet, mais quelques-uns, comme Louise Albouze, ont participé à 2 films durant la période étudiée. Cependant, travailler pour 1 ou 2 films par an ne permet pas de gagner suffisamment sa vie. Ainsi, les manques concernant les habilleuses soulèvent de nombreuses questions, parmi lesquelles existe-t-il des films de fiction sans habilleuses ? Qui sont les habilleuses pour les films non renseignés ? Sont-ce les mêmes que dans les films renseignés ? Dans ce cas, les personnes peu nommées auraient-elles en réalité construit toute une carrière dans l'ombre ? Ou s'agit-il d'autres femmes qui restent anonymes ? Pour avoir une vision plus complète des professionnels actifs durant la période, il faut donc se tourner vers les archives et, en premier lieu, les annuaires. Prenons l'exemple du Tout Cinéma 1946. Ce qui concerne les costumes est réparti dans 2 grands chapitres, fournisseurs et techniciens, où se situe la section costume tapis, qui désigne les métiers qui relèvent du textile, dans lesquels on trouve les habilleuses, chefs costumiers et costumiers, mais aussi les tapissiers.
Le métier relatif à l'habillage est désigné comme strictement féminin, alors qu'il existait bien des habilleurs, comme Jean Sartini. On peut remarquer que dans le métier d'habilleuse, souvent considéré comme situé en bas de l'échelle des costumes, les hommes sont très rares, alors qu'ils sont nombreux dans les fonctions de costumier, chef costumier et créateur de costumes. Cette catégorie ne laisse entrevoir aucune spécialité ni hiérarchie interne. Il est intéressant de comparer au sein d'une même collection des annuaires d'années différentes pour en apprendre plus sur la vie professionnelle ou privée des habilleuses. Elles sont 46 répertoriées en 1946 et 57 en 1950, dont 38 qui travaillaient déjà en 1946, comme Angèle Gentil. On trouve parmi les 19 nouveaux noms celui de Madeleine Chopin, qui sera toujours active dans les années 1960. On peut se demander si cet accroissement du nombre d'habilleuses augmente la concurrence pour cette activité ou si, au contraire, il répond à une demande, sachant que 73 films ont été produits en 1945 contre 108 en 1950. Il est aussi intéressant de comparer des annuaires différents pour une même année. Entre les éditions du Tout Cinéma de 1946 et de 1950, 8 noms d'habilleuses ont disparu. On imagine donc qu'elles ont pris leur retraite ou changé de profession. Mais si l'on consulte l'annuaire du cinéma de 1950, on comprend que 4 d'entre elles sont encore en activité, notamment Marie-Louise Bataille, et on découvre 14 noms non cités par le Tout Cinéma. Ceci met en avant un problème majeur de ces sources, leur irrégularité et erreur. On peut s'étonner des variations dans les noms des habilleuses, l'absence de prénoms, l'inversion des noms composés ou les orthographes différentes d'un même patronyme. Voici un exemple très grossier. Entre 1946 et 1950, Paulette Aubry devient Paulette Brio. De plus, et paradoxalement pour des annuaires, il arrive que des noms ne soient associés à aucun numéro de téléphone ni adresse. On peut s'interroger sur l'origine de ces irrégularités et donc sur la manière dont sont préparés les annuaires. Malgré tout, ces derniers éclairent certains mystères, par exemple en donnant l'identité complète de l'habilleuse nommée sobrement Paulos dans les sources encyclopédiques, Marie Bourlan-Paulos. Ils permettent de découvrir une partie de la vie privée des habilleuses, à commencer par leur adresse. En 1950, les habilleuses vivent en grande majorité en région parisienne et particulièrement dans des villes où se trouvaient des studios de cinéma. Colette Durand a choisi pour résidence le 7 avenue Jean Jaurès, qui se trouve à proximité à la fois des studios de Joinville et de ceux de Saint-Maurice. En fonction des éditions, les annuaires réservent une place spéciale aux techniciens habitant à proximité des studios de Marseille et de la Victorine à Nice. C'est le cas de 7 habilleuses d'après le Tout Cinéma 1950. Quelques techniciennes sont domiciliées simultanément dans le sud-est de la France et à Paris, apparaissant donc 2 fois dans un même annuaire, à l'image de Tina Bancarel-Comte, vivant à Paris et à Marseille en 1950, ce qui lui donne un avantage de flexibilité dans le choix de ses projets. Elle a travaillé pour Coiffeur pour Dames, tourné dans les studios de Saint-Maurice, et Au Pays du Soleil, tourné en partie à Martigues et Marseille. Apparaissent aussi les déménagements, comme celui de Lucienne Magot, qui demeurait au 7 avenue Jean Jaurès à Joinville-le-Pont en 1946 et a traversé la Marne pour habiter au 30 rue Jean d'Estienne d'Orves en 1950. Coïncidence ou arrangement entre les 2 habilleuses, Colette Durand s'est installée dans l'immeuble où habitait Lucienne Magot. La tradition selon laquelle les épouses adoptent le patronyme de leur mari a pu poser des problèmes de reconnaissance. De nombreuses habilleuses sont désignées par leur nom de jeune fille associé à celui d'épouse, comme Suzanne Révillard, qui est appelée Suzanne Révillard Pinotto ou Suzanne Révillard, entre parenthèses, Madame Pinotto. Certaines des habilleuses de l'après-Seconde Guerre mondiale partagent un nom et une adresse avec des techniciens de cinéma, notamment Marie-Jeanne Brandley qui habite avenue Ossola à Saint-Laurent-du-Var, tout comme le régisseur Charles Brandley.
On devine alors qu'ils ont un lien de parenté ou qu'ils sont mariés. Il est intéressant de croiser les informations des annuaires avec les données généalogiques pour retrouver des états civils. Tina Bancarel-Comte s'appelait officiellement Blanche-Louise Albertine Bancarel. Elle est née le 8 juillet 1903 à Barcelone et est décédée le 30 décembre 1995 à Marseille. Elle n'est pas la seule à être connue sous un pseudonyme. Elle avait 47 ans en 1950 et il semblerait que cette profession pouvait être exercée pendant de nombreuses années, car on aperçoit sur les photographies de tournage autant de visages jeunes que de cheveux blancs. Pour mieux connaître les habilleuses du cinéma français d'après-guerre, c'est aussi découvrir leur visage. Mais rares sont les images laissant voir les habilleuses. Elles sont très peu photographiées volontairement, mais souvent accidentellement, car à proximité d'une vedette. Elles apparaissent alors dans le lointain, de dos, décentrées ou seulement partiellement. Elles existent avant tout par leurs mains, leur principal outil de travail. De plus, en l'absence de contexte ou de nom, il est difficile d'affirmer avec certitude qu'une personne qui touche un costume est une habilleuse, car les créateurs de costumes, leurs assistants, des costumiers et d'autres membres de l'équipe peuvent aussi être amenés à manipuler les vêtements. On peut donc dire que c'est probablement une habilleuse qui porte des tissus sous son bras gauche sur un cliché de Madame II. La presse permet parfois de trancher cette question grâce aux légendes des reportages. L'habillage est un domaine très féminin, mais quelques clichés posent question. Lorsqu'un homme semble arranger un costume, est-ce un habilleur professionnel ou un autre membre de l'équipe à qui on a exceptionnellement demandé d'effectuer cette tâche? Ou encore un technicien d'un autre service contraint de manipuler le costume pour un objectif qui n'a pas de relation avec l'habillage? Souvent, les habilleuses que l'on entrevoit restent anonymes, notamment cette femme qui arrange le corsage de Martine Carole. Parfois, en procédant par élimination, en croisant les sources ou en lisant les rares inscriptions attenantes aux clichés, on peut les identifier. Pour Ma Pomme, grâce à l'inscription au dos d'une photographie, on sait que l'une des habilleuses du film est appelée Louisette. Cependant, il n'est pas possible de déterminer si c'est la femme d'âge mûr assise entre la script et Vera Normand ou la jeune femme à gauche. Grâce au découpage technique de Daniel Delorme pour Voici le temps des assassins, j'ai pu découvrir une photographie et des dédicaces des habilleuses Micheline Bonnet et Irène Pavlov et ainsi associer des noms à des visages. Un article de Ciné-Revue consacré aux artisans d'un film permet de connaître le visage de Madeleine Chauche-Brégot. Ainsi, les habilleuses ne restent pas totalement dans l'ombre, mais elles ont une petite visibilité auprès du grand public grâce à la presse. Enfin, les archives nous informent sur les conditions d'emploi des habilleuses et les films sur lesquels elles ont travaillé. Dans le petit monde du cinéma français d'après-guerre, les techniciens se connaissaient car ils se retrouvaient d'un tournage à l'autre. Ainsi, on peut imaginer que les habitudes ou la réputation jouaient un rôle dans l'embauche. Un contrat de Gérard Philippe stipule « Nous engagerons votre habilleuse, Madame Élise Servet, sous réserve qu'elle accepte les conditions en vigueur dans la corporation », laissant penser que cette profession pouvait être exercée avec plus ou moins de talent et que certaines personnalités étaient recherchées, attitrées à un ou une interprète. Cependant, les conditions légales d'accès au métier sont fluctuantes. La décision du 4 juillet 1941, fixant les conditions de délivrance et de retrait de la carte d'identité professionnelle, encore valable en 1950, ne concerne pas les habilleuses, dont l'exercice n'était pas réglementé de manière aussi cadrée que d'autres métiers du costume. Mais la décision réglementaire du 19 juillet 1951 du directeur du CNC fait évoluer la situation des habilleuses. Les collaboratrices de création d'un film doivent être titulaires de la carte d'identité professionnelle. La demande doit être adressée au CNC, accompagnée notamment d'un extrait du casier judiciaire et justifiant que l'habilleuse n'a encouru aucune condamnation infamante
et de tout document justifiant de la capacité professionnelle de la demandeuse qui doit jouir d'une probité professionnelle reconnue. Les aspirantes habilleuses doivent avoir accompli 3 stages donnant lieu à défraiement dans des films français de long métrage auprès d'un technicien titulaire de la carte. Il leur est possible d'être titulaires d'une carte valable pour plusieurs spécialités, mais elles ne peuvent porter leur concours à un film qu'au titre d'une seule spécialité. La validité de la carte est illimitée, mais peut être retirée après convocation de la technicienne et avis d'une commission composée de 2 représentants des techniciens, dont un de la branche costume et de 2 producteurs. Le métier d'aide costumier est accessible aux habilleuses ayant participé, en cette qualité, à la production de 4 films. Ce statut permet ensuite d'accéder à celui de chef costumier. Ainsi, elles ont, en principe, des perspectives d'évolution liées au système d'assistanat. L'accès à l'échelon supérieur d'assistants créateurs nécessite des études spécifiques, ce qui marque l'arrêt de leur possibilité de progression par l'expérience. On pourrait voir ici, avec l'obtention d'un statut officiel, la reconnaissance de leur métier spécifique, mais cela ne dure qu'un temps très court, car les nouvelles décisions du 20 février 1952 ne prennent pas en compte les postes liés au costume. Les textes de loi réglementent aussi les salaires et heures supplémentaires, notamment leur mode de calcul qui est fonction de la classe d'emploi, de l'âge, de l'ancienneté ou encore du lieu de travail. Pour connaître les enjeux financiers liés à l'emploi des habilleuses, il faut se pencher sur les documents comptables. Le devis du 1er décembre 1944 pour Sylvie et le fantôme révèle que 3 habilleuses engagées pendant 13 semaines sont nécessaires pour un film avec une intrigue contemporaine, se déroulant sur quelques jours, comportant une vingtaine de personnages d'âge variés, habillés de manière plutôt soignée, avec des costumes de 2 époques différentes et des tenues de Christian Dior qui requièrent certainement un soin particulier. Au contraire des maquilleurs ou coiffeurs, les habilleuses sont mises sur un pied d'égalité entre elles, car elles sont toutes payées 1400 francs par semaine. Cependant, leur salaire est plus proche de celui du cycliste de plateau, payé 1000 francs par semaine, et dont la fonction n'a pas de conséquences esthétiques directes sur le film, que de celui d'un aide-maquilleur, payé 2500 francs par semaine, salaire équivalent dans le domaine du décor à celui d'un tapissier ou d'un accessoiriste, qui habille pourtant les murs et l'espace. Le coût prévu de la main-d'œuvre d'habillage s'élève à 54 600 francs, soit 24,8% des dépenses envisagées pour les techniciens du costume et 1,9% du budget total dédié au personnel technique. Finalement, selon les comptes de production du 12 mai 1945, le budget dédié à l'emploi des habilleuses, payé en espèces, s'élèvera à 72 965 francs, soit un dépassement de 33,6%. La dépense pour l'habillage représentera seulement 11,5% du budget dédié au costume et 0,3% du budget total du film. Les coulisses de la rémunération sont variables, comme le montrent les comptes de production du Bataillon du Ciel. Pour 15 semaines de travail entre le 25 juin et le 30 septembre 1945, rémunérés à hauteur de 2000 francs par semaine et comprenant des heures supplémentaires représentant un montant de 8212 francs, Micheline Bonnet a reçu le paiement correspondant le 15 octobre 1945. Sur ces 38 212 francs de salaire brut sont prélevés 3 214 francs d'impôts et 2 292 francs de cotisations. Elle a aussi bénéficié de divers défraiements soldés en francs, mais le 15 novembre 1945, 2 défraiements ont été réglés en livres sterling. Les habilleuses, engagées pour une longue période, peuvent donc attendre plusieurs semaines pour toucher leur dû, parfois la fin de la production, alors que d'autres techniciens ont été payés plus tôt ou au fur et à mesure. Les habilleuses dites supplémentaires, demandées sur une courte période, sont payées juste à la fin de leur engagement.
Il semblerait qu'un contrat de 2 jours soit mieux rémunéré qu'un engagement d'1 semaine, avec 750 francs par jour contre 560. Concernant les heures supplémentaires, tous les techniciens sont traités de manière égalitaire, avec une base de 200 francs les 3 premières heures et 400 francs les suivantes, et un système d'heures payées double. Toutes les habilleuses doivent signer un reçu certifiant qu'elles ont bien perçu leur rémunération, produisant ainsi une de leurs rares traces autographes. Pour reconstituer les carrières des habilleuses, savoir sur quel film ces personnalités ont précisément travaillé, il faut consulter les devis et listes de techniciens et compiler les informations. Certaines éditions des annuaires, comme le Tout Cinéma 1953-54, ajoutent une filmographie sélective, indiquant notamment que Katia Neminski a travaillé pour Agence Matrimoniale et Le Fruit défendu. Maintenant que nous connaissons les personnalités de l'habillage, nous pouvons nous demander quelles sont leurs fonctions précises. Les archives nous informent ponctuellement sur leur rôle dans la réalisation. Les habilleuses doivent avoir un grand sens de l'organisation, permettant un gain de temps lors de la production. Pour connaître leurs collaborateurs, elles se réfèrent aux listes de techniciens qui les informent sur leur nom, adresse et numéro de téléphone. Les habilleuses peuvent anticiper en prenant connaissance des costumes dont elles auront la charge grâce aux listes de tenues des personnages qui précisent dans quelles scènes et plans elles apparaissent. Classés par personnage, dont l'interprète est précisé, les costumes sont numérotés puis décrits succinctement. Une tenue peut avoir des variations, éventuellement notées avec une lettre. Les descriptions précisent majoritairement le type de vêtement, mais parfois ce n'est pas le cas, car on préfère une désignation en fonction du type de tissu. Sont données souvent les couleurs des habits et parfois les étoffes utilisées ou leur décor. On découvre aussi leur provenance et les modèles lorsque les vêtements sont issus du monde de la mode. Mais les habilleuses doivent être prêtes à s'adapter, car ces listes peuvent être amenées à être modifiées. Les instructions données aux habilleuses sont parfois très claires et précises, à l'image de celle du réalisateur-créateur de costumes Claude Antan-Lara pour Le Diable au corps. Il a souligné les mots jupon et corset pour insister sur l'importance, dans sa vision des costumes et du film, du respect de la silhouette de 1918 et il est attentif aux moindres détails, comme les bijoux. Il peut arriver que les habilleuses découvrent les costumes alors que le tournage a déjà commencé. Une liste de costumes du Diable au corps précisant les dates de livraison des tenues, confrontée au plan de travail, nous informe que des livraisons sont échelonnées jusqu'au 15 septembre, alors que le tournage a commencé le 26 août 1946. Il est impossible de dire si les habilleuses en sont à l'origine, mais préalablement au tournage, des indications manuscrites, tamponnées, brodées ou griffées sont portées sur les costumes. Elles peuvent indiquer le titre du film, le nom de l'acteur, le nom du personnage, le numéro du costume et le nom du fabricant, avec parfois son adresse. Ainsi, les habilleuses pourront retrouver et identifier facilement les costumes dans l'empressement du tournage. Un des rôles des habilleuses est de ranger les costumes de manière ordonnée, notamment sur des cintres ou dans des malles. Les photographies en témoignent. On y aperçoit des habilleuses portant les costumes d'un point à un autre du plateau. Pour faciliter le rangement, de solides lanières de suspension ont été placées sur les côtés des costumes conservés. Chaque jour, les habilleuses doivent se référer à la feuille de service qui donne aux techniciens des détails sur le tournage du lendemain, qui peut avoir lieu de nuit comme de jour, à des horaires pas toujours réguliers. Elle indique la liste des costumes nécessaires pour les plans du jour en fonction des personnages et alerte les habilleuses s'il faut prévoir du matériel spécial. Les tenues sont désignées en quelques mots. Cependant, pour Toi le Venin, la couleur du tailleur, bleu, est précisée, laissant penser que plusieurs tailleurs apparaissent dans l'œuvre et que les habilleuses ne doivent pas les confondre. Ces feuilles projettent l'organisation temporelle de la journée avec les horaires de début de tournage et de passage au maquillage, échelonnés s'il y a beaucoup d'acteurs.
La durée du tournage peut être très longue, 10h30 pour le 15e jour de tournage des régates de San Francisco, sans compter l'installation du matériel à Villefranche avant l'arrivée des comédiens, avec seulement 30 minutes de pause. Ces documents ne révèlent pas si les costumes sont passés avant ou après la mise en beauté, mais grâce à eux, les habilleuses disposent d'informations clés pour se tenir prêtes à vêtir les acteurs du juste costume dans les temps impartis et se coordonner avec leurs collègues du maquillage et de la coiffure. Les habilleuses peuvent être confrontées à 3 types de tournages auxquels elles devront s'adapter. Les studios sont organisés de manière la plus pratique possible pour les équipes afin de travailler dans des conditions idéales. Les costumes et habilleuses ont ainsi un lieu dédié. Pour l'habillage, les acteurs peuvent trouver 2 loges de grand confort avec salle de bain et 32 loges classiques en partie équipées de douches. Au premier étage, loin de l'agitation des plateaux, près du bar et du restaurant pour plus de commodité. Les 3 grandes loges de figuration, avec un espace pour le maquillage à proximité, sont situées, quant à eux, au rez-de-chaussée. Avec les décors intérieurs réels, les habilleuses s'approprient un espace qui fait office de loge en disposant le matériel pratique et de confort nécessaire. Et avec les extérieurs réels, elles doivent improviser leur installation à l'aide de camions, tables de camping, chaises pliantes ou encore de caisses. Enfin, les habilleuses sont parfois employées pour le tournage d'un film français en terre étrangère, comme à Shepherd's Grove en Angleterre pour le Bataillon du ciel. Les habilleuses ont pour charge de fournir des costumes en bon état. D'abord, les costumes, étant avant tout des outils de travail, pouvaient être malmenés et il était du devoir des habilleuses de veiller à leur entretien. Les acteurs gardaient leurs costumes toute la journée, même pour déjeuner et pendant les pauses, et ils ne faisaient pas toujours attention à leurs habits. Ainsi, ceux conservés portent des stigmates comme des taches ou des brûlures. Il pouvait faire très chaud sur les plateaux, les comédiens transpiraient, il était donc nécessaire de laver les vêtements pour l'esthétique et l'hygiène. Les habits portent aujourd'hui des traces de nettoyage, notamment la jupe des vacances de Monsieur Hulot, dont les imprimés ont déteint puisqu'on trouve sur le fond blanc des auréoles jaunes. Ensuite, les habilleuses doivent fournir des costumes dans l'état correspondant aux besoins du scénario. Par exemple, bien repassés. Elles peuvent trouver ces informations dans des listes de matériel, parfois disposées directement dans le découpage technique en regard de la scène concernée. Elles doivent donc effectuer des travaux de transformation de toutes sortes, notamment de patine ou de mise en forme. Par exemple, c'était elle qui amidonnait les cols et regaudronnait les fraises. Sur les photographies, il est difficile de comprendre les gestes des habilleuses, ce qu'elles sont en train de faire exactement. Mais c'est bien au moment de disposer avec perfection les costumes sur les corps des interprètes que leur travail prend forme et sens. Par cet acte, elles participent évidemment à la création d'un personnage. Elles aident les acteurs à enfiler les vêtements, particulièrement ceux historiques, dont les comédiens ne connaissent pas le fonctionnement, très étroits ou impossibles à mettre seuls. Des solutions anachroniques dans la conception des vêtements ont pu être adoptées pour faciliter et accélérer leur travail, comme des boutons pression ou la fusion de plusieurs pièces de vêtements. Les habilleuses doivent s'assurer de l'exacte mise en place du costume en portant attention aux indications sur la manière de le porter, par exemple en bras de chemise, c'est-à-dire sans veste. Les techniciens du costume prennent garde à ne pas abîmer le travail des autres, notamment en mettant une serviette au cou de l'acteur pour le maquillage et la coiffure quand le costume a déjà été passé. Les habilleuses doivent prendre soin des comédiens entre chaque prise, les protéger du froid, du regard des autres ou de ce qui pourrait les blesser, en leur fournissant des vêtements chauds ou des serviettes, des peignoirs ou encore en leur collant du sparadrap sous les pieds. Elles assurent leur confort et leur bonne santé. Le rapport à l'acteur met en avant des compétences humaines, notamment de confiance et de discrétion, surtout lorsque l'acteur doit exposer des parties intimes de son corps.
De plus, elles ne doivent pas être gênées par la proximité physique ni la nudité. Ici, on peut interroger les limites de leur fonction, car d'autres membres de l'équipe semblent s'occuper d'éléments qui relèvent pourtant de l'apparence physique. Des actrices s'occupent elles-mêmes d'agrandir les doigts de leurs gants, d'autres s'entraident, comme Jean-Claude Pascal qui arrange le tablier d'une autre comédienne. Certains réalisateurs peaufinent les costumes eux-mêmes, comme Jean Renoir, Louis Daquin ou encore Claude Autant-Lara. D'autres métiers du costume interviennent, comme le créateur ou la maquilleuse, comme celle de Marguerite Delanoüy, qui arrange un col dur et un nœud papillon sur une photographie de tournage. Enfin, les techniciens d'autres postes opèrent. On peut se demander si le pactage du soldat d'homme à homme n'est pas à la charge de l'accessoiriste, et si certains effets sont exclus des fonctions des habilleuses. Les habilleuses restent toujours présentes sur le tournage. Elles contrôlent la constance des paramètres vestimentaires afin d'éviter tout faux raccord. Elles bénéficient de la collaboration de la script qui note dans ses cahiers des descriptions des tenues et scrute les différences problématiques. Dès qu'un élément ne correspond plus, l'habilleuse doit intervenir directement dans la matière profilmique pour la corriger. Les habilleuses sont indispensables pour répondre de manière efficace aux changements de dernière minute, comme le révèlent les rapports de tournage. Il peut s'agir de simples interversions, mais aussi de modifications dans le costume. Les habilleuses doivent alors être capables de faire des retouches sur demande et ont donc généralement du matériel de couture avec elles. Le perfectionnement de l'habillage peut être en cause. Par exemple, une voilette formant un pli disgracieux et que l'on fait repasser. Les rapports relatent aussi des incidents inopinés, tel un accroc dans la robe de Daniel Darieux dès le 2e jour du tournage d'Occupe-toi d'Amélie. Les habilleuses doivent donc raccommoder les vêtements, être réactives et user éventuellement du système D afin de régler tout problème concernant les costumes. Par exemple, au début du cinéma en couleur en France, elles teignaient en urgence les chemises avec de l'ocrine ou du thé. Leur rapidité est essentielle car au cinéma, le temps coûte cher. Pour conclure, on peut dire que les archives apportent des réponses, mais aussi de nouvelles questions. Malgré le fait que leur métier est encore peu étudié et difficile à documenter, les identités des habilleuses du cinéma français de la période 1945-1959 se dessinent. Au cours de ces années, on perçoit une légère évolution dans la manière dont sont considérées ces femmes, souvent placées à la marge. Situées au bout de la chaîne de création des costumes, ces petites mains, dont la présence constante et la réactivité sont essentielles à leurs collaborateurs et au bon déroulement d'une journée de tournage, assurent la juste apparence des costumes à l'image et la continuité des raccords nécessaires à la cohérence esthétique du film et à sa vraisemblance pour le spectateur.